sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour et bienvenue dans Le Grand Témoin. Depuis hier, une campagne pour rappeler qu'un enfant n'est jamais consentant et pour demander que le terme d'inceste soit inscrit dans le code pénal. Une campagne est donc diffusée sur une quinzaine de chaînes de télévision. On a pu déjà la voir sur Internet dès la semaine dernière, www.inceste-changeontlala.fr. Une campagne donc qui est intitulée « L'inceste est un crime » et qui vise à inciter les adultes à être vigilants et attentifs aux enfants, à repérer les moindres signes de mal-être afin d'être à leur écoute, de les aider. La loi du 8 février 2010 avait inscrit pour la première fois dans le code pénal la notion d'acte incestueux commis sur des mineurs, mais elle a été censurée, c'était en septembre 2011, par le Conseil constitutionnel, au motif que la définition des membres de la famille pouvant être poursuivis à ce titre était trop imprécise. Il semble donc que les choses évoluent, et peut-être justement y a-t-il de fortes attentes sur ce terrain-là, puisqu'on en parle assez peu, c'est à proprement parler un tabou que va lever avec nous ce matin Pascale Devos, qui est des nôtres, qui n'est pas filmée précisément parce qu'elle désire rester anonyme, Pascale Devos étant justement un prête-nom, et que sa famille n'est pas au courant. Bonjour Pascale Devos. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'inviter, parce que le sujet actuellement est tellement chaud, je vais dire. Tout le monde en parle, mais à mots couverts, et je suis vraiment très très heureuse d'avoir cette possibilité de témoigner. Vous avez publié aux éditions du CERF L'inceste, silence sur un crime, parce que la notion de silence est évidemment déterminante, c'est aux éditions du CERF, et vous êtes membre de l'Association internationale des victimes de l'inceste, la IVI. Alors précisément, Pascale Devos, est-ce qu'une campagne, vous l'avez vu cette campagne d'abord ? J'ai vu certaines radios, j'ai écouté certaines radios et vu certaines télévisions. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a frappé, et d'après ce que j'ai pu voir comme réaction, c'est que beaucoup de personnes assimilaient cette campagne à une lutte féministe. Et à mon avis, le problème n'est absolument pas là, même si effectivement les projets en cours sont avec le soutien de Najat Belkacem, qui est la ministre du droit des femmes, et également soutenue par des collectifs féministes et beaucoup d'autres associations. Mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas un combat féministe du tout, c'est les hommes sont absolument impliqués dans ce combat, puisque en fait l'enfant qui souffre est victime pratiquement toujours de ses deux parents, même si les femmes souvent sont dans le déni. D'abord, il y a des femmes qui agressent, ça on ne le sait pas suffisamment. 8% à peu près des cas d'inceste. Il y a donc aussi beaucoup de garçons victimes, mais les garçons parlent beaucoup moins facilement. Et en fait, encore une fois, je répète, ce n'est pas un combat féministe du tout. Pascale Devos, du point de vue législatif, il n'y a rien dans le projet de loi égalité homme-femme en soi. Le projet de loi qui vient d'être adopté. Mais Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'elle soutiendrait une proposition de loi précise sur le sujet. Tout à fait. C'est-à-dire que les parlementaires de gauche comme de droite sont aujourd'hui tout à fait d'accord pour faire très vite, avec le soutien du gouvernement, Madame Taubira, Madame Najat Belkacem, tout le monde est d'accord pour se rendre compte de l'urgence de donner un contour précis à la famille, ce qui n'avait pas été fait dans la première loi de 2010 de Madame Faure, et ce qui a posé problème au Conseil constitutionnel. Et c'est extrêmement urgent pour que cette proposition de loi passe avant que le gouvernement soit pris par les municipales, soit en mars. Donc il faudrait vraiment que la rédaction puisse en être faite, j'allais dire ces jours-ci. Oui, si c'est une course contre la montre pour vous. Tout à fait. Et je pense qu'on peut y arriver, de même que la loi sur la prostitution est passée, et je m'en réjouis beaucoup. Je pense qu'on peut y arriver. Alors, un point quand même, parce que si la loi de février 2010 avait été justement censurée par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas ce genre de répétition malheureuse
qu'il n'y ait pas de censure de nouveau. Donc il faut bien sûr d'abord que l'inceste soit reconnu comme un crime spécifique, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Il est assimilé au viol. On pourra en parler plus tard. Il faut ensuite supprimer la notion de consentement de l'enfant. Un mineur ne peut consentir à l'inceste, c'est évident, mais c'est pas toujours si évident que ça dans beaucoup de cas et devant beaucoup de tribunaux. Ensuite, il faut une définition exacte de la famille. Actuellement, le projet qui a été étudié serait tout acte, pour définir l'inceste, tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur par le père, la mère ou toute personne ayant l'autorité parentale, leurs ascendants et leurs descendants, leurs frères et leurs sœurs. C'est très net. C'est très net, mais ça n'exclut pas donc que l'inceste soit commis par des personnes qui n'ont pas de lien de sang. Il y a inceste même s'il n'y a pas de lien de sang. Dès qu'il y a autorité parentale. Voilà. Donc ça, c'est un point clé. Absolument. Et vous seriez satisfaite si c'était rédigé ainsi. Tout à fait. Alors, Pascal Devos, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un minimum cette campagne, justement, qui est diffusée en ce moment. Puis on vous retrouve juste après pour votre portrait qui sera votre portrait, puisque c'est Marion Duchesne qui vous a suivi, qui va retracer votre itinéraire. D'abord, cette campagne, justement, un enfant n'est jamais consentant. Cet enfant est comme la plupart des enfants. Sage, obéissante. Elle est toujours à l'écoute des grandes personnes, toujours en quête d'apprendre de nouvelles choses. Elle fait la fierté de sa famille. Et pourtant elle souffre d'insomnie, de cauchemars. Elle grandira mal, aura des pensées suicidaires et fera sa première tentative à 12 ans. Tout ça parce qu'elle écoute son papa qui lui dit que c'est normal, que tout le monde fait ça et que les papas ont toujours raison. Un enfant n'est jamais consentant. L'inceste est toujours un crime. Changeons la loi. Voilà, 35 secondes pour passer ce message. Un enfant n'est jamais consentant. Pascal Devos ? Oui, écoutez, voilà, vous avez tout compris. Ça a visé juste, je veux dire, tout y est dans ce message ? Alors, c'est exact, mais je reviendrai sur 2 points. La différenciation du viol et de l'inceste. Le viol commis par un agresseur au coin de la rue, si je puis dire, l'enfant trouvera le soutien de sa famille et disons sera conforté. Alors que dans le cas de l'inceste, pratiquement dans tous les cas, l'enfant se trouve confronté à vie à son agresseur et se trouve avec toute sa famille contre lui. Ce fut mon cas. Et c'est un crime psychique terrible. Vraiment, on ne peut pas du tout... On ne sait pas s'il existe quelque chose de pire, d'ailleurs. Ça détruit toute la filiation, toutes les racines, toute la construction de l'identité de son identité pour un enfant. D'autant plus qu'il va lui être demandé, dans la loi actuelle, des détails pour que ce soit qualifié soit de viol avec pénétration, soit d'agression ou d'atteinte sexuelle, ce qui là passera en correctionnel, alors que le viol passe aux assises. Et avec l'encombrement des tribunaux, un grand nombre d'agressions sont poussées vers la correctionnelle sous le prétexte que ça ira plus vite et que les petites victimes sortent très souvent aux côtés de leur agresseur. Comment un enfant peut-il porter plainte contre son père, sa mère, à qui sont supposés les protéger? C'est absolument impensable. Et encore faut-il qu'il soit cru, puisqu'il y a le précédent aussi de l'affaire d'Outreau sur les questions de pédophilie où la parole de l'enfant a été mise en question. Tout à fait. Et ça pose un nouveau problème qui est celui de l'imprescriptibilité de ce crime. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ce soit imprescriptible ? Absolument. Il faut absolument arriver à ça, comme les crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a un tel phénomène de déni de ce crime que très souvent, en moyenne, les victimes mettent 16 ans
avant d'arriver à formuler, déjà à mettre un nom. Moi, j'ai mis 50 ans avant d'arriver à m'avouer à moi-même que ce que j'avais vécu était l'inceste. Avant d'en venir, Pascale Devos, à votre histoire avec Marion Duchesne, et il y a quand même une réalité statistique qui paraît époustouflante. 2 millions de personnes seraient victimes de l'inceste en France. Ça représente dans une classe donnée une échelle, si on devait faire une comparaison à l'échelle d'une classe d'école. On dit qu'effectivement, cela représenterait 5 victimes de violences sexuelles majoritairement incestueuses dans une classe. Vous vous rendez compte que dans la classe de votre enfant, il y aurait 5 victimes. Statistiquement, c'est ça. Absolument. C'est-à-dire un enfant sur 5 en Europe, actuellement, ce sont les statistiques qu'on connaît. D'où l'importance aussi, avec cette loi qui nommerait spécifiquement l'inceste comme un crime, de pouvoir obtenir des statistiques fiables. Alors justement, parce que comment sait-on que le phénomène est à ce point répandu dans la mesure où il est caché? AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, a mené a fait faire des sondages Ipsos extrêmement précis. Nous avons aussi beaucoup de données à l'étranger, comme des pays, le Canada, les États-Unis sont beaucoup plus en avance que nous. Voilà. Et actuellement, dans la campagne, la plupart des associations reprennent, d'ailleurs de façon plus ou moins juste, les chiffres d'AIVI, mais il est urgent de pousser beaucoup plus loin cette investigation pour pouvoir mettre des procédures en place auprès des professionnels de la santé, de l'éducation nationale, etc. Alors Pascale Devos, c'est à Paris que vous voyez le jour en 1944, victime d'attouchement de la part de votre père. Ce n'est que vers la quarantaine que vous avez pu commencer à mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Il vous a fallu 4 ans pour écrire votre livre, L'inceste, silence sur un crime. Un livre dont le message se veut clair. L'inceste donc est un crime qui touche l'enfant dans sa totalité, tant sur le plan psychique que spirituel. En fait, c'est lorsque votre fille vous a dévoilé qu'elle et ses cousines avaient été victimes d'attouchement de la part de leur grand-père, donc, pendant les vacances, que le déclic a eu lieu pour vous, Marion Duchesne. Par mon silence, je me suis sentie coupable et complice. Sous le choc, Pascale Devos se remémore alors une parole de son père. « Tu n'en parles pas, maman, cela lui ferait de la peine. » À l'époque, elle avait 10 ans. Cet interdit m'a clivé, raconte-t-elle. Il était impensable de briser le tabou au risque d'être exclu du clan familial. Lorsque Pascale Devos prévient ses frères et sœurs, tout le monde lui tourne dos. Lorsqu'elle écrit une lettre à sa mère après la mort de son père, celle-ci la déchire, le dénie encore et toujours. Il faut signifier l'interdit, il faut que l'inceste soit spécifié comme un crime, répète Pascale Devos, un combat qu'elle mène aujourd'hui à travers son engagement au sein de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Et lorsqu'on lui demande ce qui lui a permis de donner un sens à toute cette horreur, d'abord, mon parcours professionnel, répond Pascale Devos. J'ai commencé au bas de l'échelle avant de finir chef d'entreprise. Cela m'a donné un certain équilibre, mais c'était peut-être aussi une fuite. Ensuite, il y a eu le soutien de son mari et de ses enfants. Et enfin, sur 25 ans, une démarche d'accompagnement spirituel par un prêtre. Mes enfants m'ont toujours dit que ça coûtait moins cher qu'un psy, souligne avec humour Pascale Devos. Par son écoute respectueuse, ce prêtre m'a donné accès à la parole. Le droit de dire l'innommable donc, mais aussi l'accès à la parole de Dieu, comme lors d'une messe en 1995. Lorsque j'ai entendu la News Dei, la foudre m'est tombée dessus. J'avais l'impression d'entendre mon nom, raconte-t-elle. Petit à petit, j'ai compris que quelque part, je m'identifiais à cet agneau qui se sacrifiait pour sauver toute sa famille de cette horreur. Et Pascale Devos de conclure, dans mon combat, je me sais soutenue par plus grand que moi. Alors Pascale Devos, il y a une question qui se pose évidemment à l'aune de la loi qui se prépare et que vous appelez de vos voeux. Est-ce que ça aurait changé quelque chose il y a une 50aine d'années lorsque vous-même avez été victime d'inceste, si cette loi avait existé? Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Je dois dire que je ne sais pas. Je me demande si je n'aurais pas été encore plus culpabilisée du fait de détruire une famille qui apparemment était parfaite, économiquement n'aurait pas tenu puisque bien sûr les femmes, maman ne travaillait pas, mon père était soutien de famille, de toute sa famille, c'était le style grand patron, pater familias.
ça aurait mis par terre, disons, tout un équilibre. Le clan, ce que vous appelez le clan. Le clan, oui, c'est un système patriarcal. Je ne sais pas, je ne. Mais parce que vous aviez mis un nom en fait sur l'inceste que des années plus tard. Absolument. Alors dans la mesure où on ne met pas de nom, c'est très difficile de recourir à la loi. Encore une fois, je n'ai réussi à appliquer ce mot d'inceste à mon histoire que j'allais dire tout récemment, mais oui. Et en fait, cette prise de conscience que je n'avais pas rêvé que ce qui s'était passé avec mon père était réel, je ne l'ai réellement fait que quand mes filles m'ont avoué elles m'ont dit ça en pleurant, en rentrant de vacances avec leurs grands-parents, que le grand-père faisait la même chose avec elles et avec leurs cousines. Vous aviez laissé vos filles chez votre père? Tout à fait. Avec ce qui vous est arrivé? Mais je n'imaginais pas, je doutais moi-même de ce qui m'était arrivé. C'est très très curieux. Je n'avais comme preuve que cette parole de mon père, sortant d'une voiture où il était avec moi, et me disant n'en parle pas à maman pour ne pas lui faire de peine. Donc c'est vrai que cette parole s'est gravée en moi et m'a coupé complètement de mes parents, puisque je me rendais compte que mon père, apparemment, il y avait quand même quelque chose d'anormal dans son comportement, de mauvais. Donc j'étais coupée de mon père et j'avais interdiction de me tourner vers ma mère. Donc à partir de 10 ans... Votre mère savait? Alors, ma mère n'a jamais avoué qu'elle savait. À chaque fois que cela lui a été dit, par moi ou par d'autres, elle a toujours dit mais je ne le savais pas, etc. Or, depuis, même avant son mariage, elle avait tous les indices possibles pour le savoir, puisque j'ai su, là encore très récemment, mais que mon père avait commis de tels actes sur des petites nièces, même bien avant ma naissance, et qui avait eu des heurts familiaux avec des tantes ou des qui avaient... Il y avait des précédents. Et malgré tout, l'impunité a continué. Vous auriez, Pascal Devos, j'imagine, je fais de l'histoire fiction d'une certaine façon, vous auriez réagi en faisant un esclandre, en particulier à l'adolescence, au moment où les portes claquent, ou même la première fois que votre père vous a touché, un esclandre familial. Est-ce que les faits se seraient reproduits? Est-ce que ça aurait continué? Le fait que vous ayez gardé le silence vous-même, est-ce que vous n'avez pas contribué à faire perdurer l'acte? Oui, c'est évident, c'est évident. C'est évident. Maintenant, ça aurait été pour moi l'exclusion totale de mon milieu familial, de mon... j'allais dire... Personne ne vous aurait soutenu, pas même dans la famille proche. Ah mais non. Frère ou sœur. Puisque quand enfin, j'allais dire, j'ai osé ma parole quand j'ai appris que ma fille était touchée, ainsi que des petites nièces, j'ai été voir chacun de mes frères et sœurs, et que ça a été un déni total, sauf pour un de mes frères qui savait que sa fille avait été victime, qui avait fait venir le médecin de famille pour en parler avec lui, et que ce médecin, et c'est pas vieux, c'est une 20-25 ans à peu près, ce médecin a absolument dit à mon frère qu'il ne fallait surtout pas en parler, vu la notoriété de ma famille. Et ils n'ont pas l'obligation de signalement. Ils n'ont pas le... Alors, on va parler de la question des médecins, parce que c'est un des très médecins aussi, grave... des prêtres aussi, puisque eux aussi savent. En ce qui concerne les médecins, aujourd'hui, il n'y aurait que 2% des médecins qui oseraient signaler, parce qu'ils sont pris entre la possibilité d'être soupçonnés de violation du secret médical et l'obligation de signaler pour non-assistance à personne en danger.
aujourd'hui, seuls les médecins fonctionnaires sont protégés, effectivement, et ont cette obligation de signalement. Il faut absolument que la loi évolue et s'étende à tous les médecins. Absolument. D'accord. Et ça serait dans le projet à venir, c'est essentiel. Alors, concernant les prêtres, dont le cas se rapproche tout à fait. Alors, il y a la question du secret de la confession. Et moi, à l'époque, entre justement de l'adolescence dont vous parlez, j'ai eu 3 occasions de confession pour ma confirmation ou ma première communion avant mon mariage. Donc, vous voyez, entre les 10 ans, 18 ans. Hein. Et c'était vraiment le seul lieu où je pouvais essayer de parler, mais encore une fois, je n'avais pas le mot d'inceste. Et j'allais dire les pauvres prêtres qui m'ont entendu, ont-ils réalisé, ont-ils compris? Il n'y avait pas de formation humaine pour les prêtres. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Donc mais ils vous ont dit d'en parler ou de taire? Pardon? Ils vous ont dit d'en parler ou de vous taire? Ils m'ont rien dit du tout. Rien du tout. Je pense qu'ils étaient extrêmement surpris, qu'ils essayaient de comprendre. Je sais que l'un d'entre eux a essayé, après coup, de se rapprocher de moi pour essayer de me faire parler, mais après la confession, j'étais absolument muette là-dessus. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire. Je pense qu'aujourd'hui, donc le secret de la confession est absolument indispensable, mais que ça doit être très difficile pour des prêtres qui entendent un enfant s'exprimer après ça pour essayer de le pousser à aller porter plainte. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont quand même à la fois un peu isolés et puis un peu démunis. C'est ce que vous dites, Pascal Devos. On se retrouve après 8h. Vous êtes notre grand témoin ce matin avec l'inceste silence sur un crime aux éditions du CERA. Tout de suite. Vous voulez vendre une maison ou un appartement, mais vous exigez plus qu'un service d'agence immobilière? Pensez à consulter la Foncière Carnot. La Foncière Carnot vous permet de valoriser votre bien immobilier aux meilleures conditions. La Foncière Carnot, c'est un accompagnement total durant toutes les étapes d'une vente immobilière. Pour un accueil personnalisé, composez dès maintenant le 01 47 74 60 14, 01 47 74 60 14. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers? Hop là, en voilà un, et puis un autre. Ne laissez plus s'envoler votre argent. Et puis un autre. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03, 42 11 03 03. La minute spirituelle du Père Alain Caron de la Carrière. Aujourd'hui, le diocèse d'Évry fête la bienheureuse Marie Pouspin. Elle a été béatifiée en 1994 par le pape Jean-Paul II et elle a fondé la congrégation des dominicaines de la Présentation de Tours. Elle avait un sens très profond du réalisme et de l'urgence pour aider les plus démunis, les plus pauvres. C'est entre autres elle qui a employé, même développé, le métier à tisser la laine. Et ça a été un très grand progrès pour justement l'économie et pour pouvoir sauver les pauvres. Aujourd'hui, les sœurs dominicaines de la Présentation de Tours se trouvent dans le monde entier, entre autres en Colombie, où elles s'occupent de la réconciliation, à Haïti, où elles sont dans un hôpital pour enfants, à Marseille, où elles aident les plus défavorisés. Elles sont aussi celles qui se trouvent aux Philippines, en Inde, dans tous les endroits où la pauvreté tenaille l'humanité. Et sœur Marie Pouspin, aujourd'hui encore, a des sœurs extrêmement valeureuses dans le monde qui nous parlent et agissent pour la charité. Merci frère Alain Caron de la Carrière. Merci Flora Cortès, un point sur l'info dans une trentaine de secondes. C'est la cause des enfants avant tout qui anime Pascal Devos.
L'inceste, silence sur un crime aux éditions du CERF et les membres de l'Association internationale des victimes de l'inceste. C'est son témoignage ce matin qui évidemment retient toute notre attention et puis ce qu'elle peut dire naturellement sur une évolution probable de la loi à la lumière d'une campagne qui vient de commencer et qui est diffusée en ce moment sur les chaînes de télévision. Il est 8h, on fait un point sur l'info, puis l'éditorial de Gérard Leclerc et Pascal Devos, notre grand témoin. Bonjour à tous. Un peu plus de 2 mois après avoir été annoncé par Jean-Marc Ayrault, la grande remise à plat de la fiscalité entre dans le vif du sujet aujourd'hui. Cet après-midi démarrent des assises de la fiscalité des entreprises. Le comité de coordination chargé de la fiscalité des entreprises comptera pas moins d'une 50aine de membres choisis au sein du patronat et des syndicats, de parlementaires, d'experts et de chefs d'entreprise. Ils doivent lancer les premiers travaux et arrêter un calendrier. 4 thèmes principaux ont été identifiés: l'impôt sur les sociétés, les impôts sur la production et les taxes affectées, la fiscalité locale et les relations entre l'État et les entreprises. L'Assemblée nationale a largement adopté hier en première lecture le projet de loi sur l'égalité homme-femme, y compris les dispositions sur l'interruption volontaire de grossesse, dont un article qui supprime la notion de détresse pour une femme voulant demander une IVG. Le projet de loi propose notamment de réformer le congé parental afin d'inciter davantage de pères à choisir cette option et instaure des obligations de parité dans un grand nombre de structures. Il met également sous condition la participation des entreprises au marché public en cas de non-respect de la parité et entend réduire la précarité économique de certaines femmes. Le Conseil d'État va statuer sur la fin de vie de Vincent Lambert à la demande de son épouse qui a signifié son intention de faire appel hier de la décision de la justice administrative d'interdire l'arrêt du maintien en vie artificielle de son mari. Le laisser partir est un geste d'amour, a réaffirmé l'épouse du patient, tétraplégique hospitalisé à Reims depuis plus de 5 ans dans un état végétatif chronique après un accident de la circulation. Le Conseil d'État doit se prononcer dans un délai de 48 heures après sa saisine qui devrait être effective avant la fin de la semaine. Les salariés du quotidien La République du Centre à Orléans ne cachent plus leur colère. Ils viennent de décider de retenir dans leurs locaux les membres de la direction du journal. Depuis 11 jours, les négociations sont engagées avec le groupe Centre France La Montagne qui prévoit de supprimer 78 postes dans le journal du Loiret, soit la moitié des effectifs. Le quotidien ne paraît plus depuis le 17 janvier. 4 départements du sud-ouest sont toujours en vigilance orange crue ce mercredi. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Le reste de la France sera concerné par un temps pluvieux et l'alerte aux fortes vagues sur le littoral sud-ouest a, elle, été levée. À l'étranger, le Parlement ukrainien doit discuter aujourd'hui de nouvelles concessions possibles du pouvoir aux pro-européens pour désamorcer la crise qui secoue le pays depuis fin novembre. Le pouvoir ukrainien a déjà lâché du lest hier avec la démission du gouvernement et l'abrogation de lois répressives. Enfin, le président des États-Unis a prononcé cette nuit son discours annuel sur l'état de l'Union, l'occasion de relancer sa bataille contre les inégalités. Il a annoncé une nouvelle augmentation du salaire minimum pour les nouveaux employés de l'État fédéral, ainsi que la fermeture de Guantanamo. Radio Notre-Dame. L'éditorial de Gérard Leclerc à 8h03. Comment une certaine culture nous prépare à une contre-humanité. Gérard Leclerc. Un petit extrait d'un article paru dans Libération sous la plume du psychanalyste Serge Éphèse. Bien plus intéressant dans ses conséquences est la force tranquille avec laquelle notre président déconstruit l'institution matrimoniale et par ce processus désarticule la complémentarité naturalisée et essentialiste des époux et des épouses, des pères et des mères, bref des hommes et des femmes dans notre société. Si j'ai retenu ce court extrait, ce n'est pas dans le but de m'attaquer à la personne du président de la République, même si l'article en question le concerne complètement. C'est pour la philosophie qu'il dégage, la conception de la vie et de la société qu'il entend promouvoir. Passons sur le jargon coutumier de cette littérature. Naturalisation, essentialisation, ce sont les termes les plus généralement employés pour désigner, pour fendre ou ridiculiser un certain style, un certain habitus de pensée qui figerait les hommes et les femmes dans des rôles, des attitudes, des comportements stéréotypés dont le dénominateur commun serait l'enfermement, l'interdiction à la mobilité, si ce n'est à la liberté.
Il y aurait énormément à dire sur le sujet, mais je n'ai pas le loisir de tout un discours. Ce que je retiens pour cette fois, c'est la louange, à raison ou à tort, qui s'adresse à un président dont l'exemple personnel constituerait un dynamitage du mariage et des relations stables, grâce à l'interchangeable des rôles attribués indifféremment à l'un et à l'autre sexe. Donc, plus de femmes mariées, une compagne, faut-il dire aussi interchangeable? Si l'on ajoute à cela le mariage gay, qui brouille totalement la grammaire de la conjugalité, on arrive au terme de l'entreprise. Serge Effès ajoute sa note d'humour féroce en brocardant le rôle qui serait aboli d'une première dame transformée en nounou humanitaire. Regardez du côté de Bernadette. Et le beau travail est accompli avec le dynamitage de l'éternel féminin, de la fidélité, de la réciprocité, de la promesse, de ce que Gabriel Marcel appelait le vœu de paternité et aussi la grâce de la maternité. Joli univers explosé, où je ne vois pour ma part apparaître que les fleurs vénéneuses du nihilisme, en avant vers la culture de la contre-humanité. Merci Gérard Leclerc. La suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Et justement, puisqu'on parle de contre-humanité, Pascal Devos est des nôtres, l'inceste, silence sur un crime aux éditions du CERF, membre de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Une campagne est diffusée depuis hier sur les chaînes de télévision. Un enfant n'est jamais consentant. Je précise, Pascal Devos, que vous témoignez de manière anonyme, ce n'est pas votre véritable identité, que votre famille n'est pas au courant, que vous avez parlé longtemps après, que vous avez toute votre famille contre vous dans cette histoire, que vous avez souffert d'attouchement de la part de votre père il y a maintenant fort longtemps, mais que vous avez mis des mots sur cette réalité-là il y a peu de temps, lorsque vos filles elles-mêmes ont été victimes de votre grand-père, votre père qui est mort il y a quelques années maintenant, et avec lequel vous n'avez pu finalement, avant sa mort, résoudre d'une certaine façon cette question, même si je ne sais pas s'il y avait quelque chose à résoudre. D'ailleurs, vous n'avez jamais fait le point avec lui, jamais la parole ne s'est déliée sur ce point. Mais mon père est mort d'une certaine façon en me lançant un regard autoritaire comme il savait le faire, et en même temps en me complimentant, en me disant « elle est bien cette fille, elle sait garder un secret ». C'était à la fois un compliment, mais un compliment tellement pervers que... Bon, voilà. La perversité dans ma famille, un langage double qui fait que pour un enfant, ça peut aller jusqu'à, je dirais, des maladies mentales, la schizophrénie, vous savez, ce langage paradoxal qui dit une chose et qui en fait veut dire l'inverse. Et ça, cette perversité, c'est très déstabilisant. C'est grave, voilà. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On se sent tout le temps culpabilisé. Voilà. À aucun moment vous n'avez pu résister à votre père ? Aucun, si ce n'est par la fuite. Alors, je me suis mariée très 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 jeune. Vous n'avez pas été dégoûtée du mariage ? Non, pour moi, ça n'était pas... Enfin, pour moi, c'est... Bon, disons que j'ai eu la chance de tomber sur un garçon très très droit, qui lui, même si je l'ai prévenu de... Mais encore une fois, je n'avais pas le mot d'inceste. Je lui ai dit, dès que je l'ai connu, qu'avec mon père, il y avait eu des problèmes sexuels, mais c'était tellement hors de sa conscience, on ne parlait pas du tout de ça, ni en famille, ni dans la société. Même aujourd'hui, quand je prononce ce mot d'inceste, je dirais dans un dîner ou vous voyez tout le monde il y a un silence, disons. Hein. Dans une famille où apparemment tout va bien. Ah, mais il fallait, et je crois que ça a été le grand dilemme de ma mère, qui certainement donc savait, mais ne pouvait s'avouer à elle-même. Votre mère est toujours en vie. L'horreur, absolument. Maman est toujours en vie, âgée, mais elle est tout à fait, elle a une tête très claire, et si vous voulez, ça c'était tellement douloureux qu'elle ne pouvait pas se l'avouer, et elle a toujours donné ou voulu donner
à l'extérieur une image d'une famille parfaite, catholique, belle fortune, nombreux enfants qu'elle a très bien élevés, si on peut dire, avec l'image d'un père exceptionnel, mis sur un piédestal, etc. Et c'est finalement, je n'arrivais absolument pas à lui parler. Elle savait très adroitement détourner la conversation dès que je mettais la conversation sur un sujet en mettant en doute l'honorabilité de mon père. Et finalement, c'est je crois en 2002 que lors d'une grande fête de famille, maman mettait mon père sur un piédestal, vantant tous ses mérites, en faisant de lui presque un saint. Et là, nous étions plusieurs victimes à nous regarder effarés, en se disant c'est pas possible qu'elle continue ce langage, excusez-moi du terme, à nous bourrer le mou, à nous dire que nous sommes les meilleurs, les plus forts, etc. Et c'est là où j'ai pris la décision d'écrire à ma mère. Et là, ça a été... la catastrophe. Elle a déchiré la lettre. L'horreur et la réaction de mes frères et sœurs, qu'elle a bien sûr mis au courant en se plaignant que elle n'a pas dit que je disais des choses fausses, mais si vous voulez, dans la famille, il fallait honorer son père et sa mère, n'est-ce pas, les commandements. Et alors là, c'est extrêmement pervers parce que on appelle la religion à la rescousse pour valider une situation d'une extrême perversité. Absolument. Et là, donc là je comprend peux plus rien. Développer l'aspect spirituel de la chose, hein, parce que actuellement, il y a de nombreux livres qui témoignent de situations d'inceste. Actuellement, il y a par exemple un livre excellent qui est celui du fils de Villiers, qui repasse actuellement au tribunal de Versailles, et dont le titre est « Tais-toi et pardonne ». Et aujourd'hui, dans le monde, disons chrétien et plus spécifiquement catholique, énormément de personnes sont là pour vous conseiller. Surtout, c'est une affaire de famille. Tu ne vas pas détruire la réputation de ta famille. Et le pardon, tu règles ça directement avec ton agresseur. Ça me bouleverse et ça me révolte quand j'entends ça. Comment voulez-vous que le pardon, c'est pas ça. Le pardon, il faudrait déjà que l'agresseur soit conscient et réalise le mal qu'il a fait. Or là, à aucun moment, pas de la part de votre père, aucune espèce de prise de conscience. Aucune espèce de prise de conscience, si vous voulez. Autant ma famille était, disons, à l'époque 68 Tarde, il est interdit d'interdire. Hein. Donc on est passé, j'allais dire, de l'époque de mes grands-parents, où les enfants étaient élevés à la cravache de façon très dure, sans discernement. Sans discernement, et surtout, on ne remettait absolument pas l'autorité des parents en cause. Et puis, de là, ça a dévié avec l'apparition subrepticement des cassettes porno, du Minitel Rose, qui s'est introduit dans ma famille, mais encore une fois... de façon tout à fait sous le coude, enfin sous le manteau. Alors, tacite, mais avec l'accord de votre mère. Il faut qu'il ne disait rien. Ma mère laissait entendre que les hommes avaient des besoins qu'il fallait satisfaire et que les femmes devaient être soumises, ainsi que Saint Paul le dit, soumises à leur mari. Et donc, comme elle n'avait aucune liberté économique, maman a choisi de rester dans une belle maison et avec cette sécurité. Ce qui veut dire que la liberté va donc avec l'autonomie, et
le fait de pouvoir rompre le silence. Pascal Devos, on a justement parlé du fait de rompre le silence il y a quelque temps sur la question de l'IVG, le traumatisme post-IVG qui également laisse des séquelles. Là, rompre le silence, il faut être autonome, il faut avoir une certaine forme de liberté pour prendre la parole. Tout à fait. Et votre mère ne l'aviez pas, vous non plus. Ma mère ne l'avait pas, je ne l'avais certainement pas. Et disons que je l'ai eu, cette liberté, beaucoup plus tard. Donc, comme je vous le disais, à partir du moment où j'ai réalisé que je n'étais pas seule victime, encore une fois, non seulement dans ma propre famille, mais j'ai appris que des cousins et des oncles avec lequel je n'avais pas de lien de sang étaient également agresseurs. Donc l'inceste était dans ma famille vertical et horizontal. Vertical et horizontal, tout à fait, absolument. Est-ce que vous êtes dit, ou est-ce que d'autres personnes ont pu dire, votre père n'est pas d'une certaine façon coupable, il est malade? Tout à fait, c'est ça aujourd'hui, et il faut pour rompre cette chaîne du mal, parce que ça se transmet, s'il n'y a pas d'interdit qui soit clairement signifié, les générations se succèdent avec des mal-être, avec des conséquences dramatiques, que ce soit. Mais parce que ça veut dire on n'a pas identifié le mal, ou alors on dit il est malade pour excuser le mal? Comment situez-vous les choses pour que les choses puissent être endiguées? Pour que les choses puissent être endiguées, quel est le moyen le plus efficace pour que la personne ne passe pas à l'acte? Il faut nommer, il faut oser nommer, il faut oser dire non. Alors effectivement maintenant, s'il y a une loi, ça sera effectivement encore plus clair. Je crois que... Pour peu que l'agressé sache mettre des mots, oui, ose. Tout à fait. Je crois, j'ai tout à fait bon espoir dans les générations actuelles, et curieusement dans ma famille, ce sont mes neveux et nièces ceux qui ont appris, je ne sais pas comment, que mon livre existait, qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé, et voilà, je suis très heureuse de tout ça, et j'ai bon espoir au moins dans ma famille. Une génération qui parle plus, donc, pour vous. Absolument. Les jeunes générations parlent plus. Tout à fait. 8h16, Pascal Devos. Qui lui dit que c'est normal, que tout le monde fait ça, et que les papas ont toujours raison. Un enfant n'est jamais consentant. L'inceste est toujours un crime, changeant la loi. Voilà, un enfant est jamais consentant, mais peut-être toujours silencieux. C'est aussi la question. Le silence. Est-ce qu'il faut réprimander, punir le silence? Le silence de ceux qui savent autour et qui ne parlent pas. Pascal Devos. Le silence vous rend complice. Par contre, la parole libère, c'est évident. Alors donc, si j'ai un conseil à donner, c'est oser parler. Que les victimes osent parler, osent dire non. Parler à qui? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, les prêtres, même si l'Église, vous dites, a été plutôt dans les premières à monter au front sur cette question-là, les médecins, 2% seulement font des signalements. Il n'y a que les médecins qui sont liés par leur agrément à la fonction publique, si j'ai bien compris, qui peuvent signaler sans difficulté. Mais enfin, ça reste quand même marginal. Parler comment? Parler comment à qui? Alors, je pense que l'école est un lieu premier pour que les enfants puissent être repérés et pris en charge. Là, il faudrait vraiment aussi que la loi puisse concevoir un protocole de prise en charge des enfants, parce que les maîtresses d'école, bien sûr, ne voient un enfant en difficulté, mais n'ont absolument pas le droit par exemple, de déshabiller l'enfant. Donc, ils s'adressent à la médecine scolaire ou à, si plus grave, à la police pour les enfants. Mais c'est extrêmement... La parole d'un enfant, vous l'avez dit tout à l'heure... C'est délicat, c'est très délicat. C'est très difficile. Il faudrait qu'il puisse tout de suite être mis à l'abri et
enregistré en vidéo pour qu'il n'ait pas à répéter plusieurs fois son témoignage. Devant des personnes où il finit par tout confondre, avoir peur et qu'il soit manipulé. Donc, parce que là, j'ai une question qui peut paraître, alors pardonnez-moi d'être précis, parce qu'on parle d'attouchement, d'inceste, de viol, tout ça, il faut quand même caractériser un petit peu les choses. Est-ce que vous, je me permets de poser des questions, est-ce que vous auriez pu tomber enceinte, par exemple? Est-ce que c'était un risque? Pour ma part, alors disons les hommes de ma famille étaient tout à fait conscients des risques de paternité et s'arrangeaient. J'ai entendu dire que notamment dans les pays arabes, ça se pratiquait. Disons que ils s'arrangeaient pour obtenir un plaisir sexuel, mais sans risque de grossesse. De grossesse. Voilà. Alors, donc, pour ma part, je n'ai pas subi un viol comme on dit, avec pénétration. C'est très clair. Donc, ça serait tombé sous la forme dont je parlais tout à l'heure, agression ou atteinte sexuelle. Et donc, j'aurais été correctionnalisée au niveau d'une plainte éventuelle. C'est ça, dans la mesure où il y a des traces, l'agresseur passe aux assises, si je comprends bien. Comment se fera la distinction? Alors, c'est là où je reviens sur cette question de loi. Il faut absolument se rendre compte que dans le cas de l'inceste, de simples attouchements sont aussi graves qu'un viol effectif. Mais ça, c'est la situation existante ou c'est celle que vous souhaitez qualifier? La situation existante, c'est que les victimes d'inceste, même uniquement d'agressions sexuelles, de simples agressions, c'est-à-dire que ce soit, etc., voilà, tout est mis en quelque sorte sur le même plan. Il faudrait que la notion de morale soit prise en compte pour que ce crime psychique puisse être pris en compte, parce que un enfant est détruit, est marqué à vie. Reconnu victime ou pas, de toute façon, il sera détruit. Il ne sait pas si il est, pour une petite fille, la femme de son père ou de son frère, si elle est. Là, ça brûle la filiation, rivale ou épouse en quelque sorte. Rivale de sa mère. Oui. Si vous voulez, donc il y a effectivement plus de filiation. Donc vraiment se rendre compte que les dégâts sont absolument, le traumatisme est aussi grave qu'un viol pour un adulte qui, disons, n'aura pas cet environnement familial contre lui, et puis, disons, sera plus mûr pour prendre de la distance par rapport à un acte sexuel. Donc ce que vous souhaiteriez, Pascal Devos, parce que j'essaie de résumer quelque peu, parce que si la loi évolue, vous appelez de vos voeux pour que la loi évolue et que l'inceste soit reconnu comme un crime en tant que tel, puisqu'aujourd'hui il est assimilé, il est dans la catégorie viol, si je comprends bien les choses. Et sur les actes commis en tant que tels, il n'y a pas de gradation. Aujourd'hui, vous plaidez pour qu'il n'y ait pas de gradation dans les actes, qu'on soit qualifié d'incestueux si je puis dire, dès le premier acte commis. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur par le père, la mère, toute personne ayant autorité parentale, excusez-moi, leurs ascendants, leurs descendants, leurs frères ou leurs sœurs. Mais alors, le problème, c'est que l'acte de nature sexuelle, une caresse, c'est-à-dire que les parents vont se retrouver quand même... On retombe effectivement dans les différentes qualifications précédentes. Les parents vont hésiter à caresser leurs enfants, si jamais l'enfant est également pervers de son côté et veut porter plainte contre ses parents, ça sera possible. C'est aussi un risque. C'est effectivement là, effectivement, on retombe effectivement dans ces trois qualifications.
Maintenant, il y a quand même le fait que d'après les médecins qui ont étudié cette question, notamment le docteur Catherine Bonnet, qui a écrit plusieurs livres, L'enfance muselée notamment, les enfants pris en charge tôt ont toutes les chances de s'en sortir sans traumatisme ultérieur. Donc c'est pour ça que le signalement est important dès le départ, très tôt. Hein. Voilà, et à ce moment-là, l'enfant pourra évoluer sans traumatisme. Évidemment, s'il y avait eu signalement à l'époque où les faits se sont produits pour vous, c'est tout le clan, pour reprendre l'expression, qui aurait éclaté. Forcément, puisque... Tout à fait. Voilà. Mais disons que dans ma famille, y compris moi-même, nous nous sommes réfugiés dans ce clivage, pour moi, dans ce clivage dont je parlais, ou dans le déni, même encore aujourd'hui, c'est un flou artistique, il n'y a pas de nom, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et on le porte jusqu'à sa mort. Et on le porte, bien sûr, jusqu'à sa mort. Pascal Devos, merci d'être venu ce matin pour libérer une parole, rompre le silence, puisque c'est le message quand même aussi ce matin sur cette question extrêmement sensible de l'inceste. On a pu écouter la campagne qui donc est diffusée à partir qui est diffusée en ce moment. Et puis je rappelle que vous êtes membre de l'AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui ont un site aivi.org. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.